Bonjour tout le monde, merci Frédéric d'être là aujourd'hui. Frédéric Pitre est un biochimiste végétal. Il dirige le laboratoire de biologie végétale de l'environnement à l'IRBV, qui est rattaché à l'Université Laval et localisé au Jardin botanique de Montréal. Frédéric est titulaire d'un bac en biologie et d'une maîtrise en biochimie à l'Université Laval. Il a ensuite fait un doctorat en co-tutelle à AgroParisTech en 2007. Puis il a fait un premier stage postdoctoral à, là, excusez de la prononciation, Rothamsted Research de Imperial College à Londres. Et il est ensuite revenu à Montréal pour faire un second postdoctorat à l'Université de Montréal avant d'obtenir un poste de chercheur au Jardin botanique depuis 2012. Ses travaux sont assez variés et portent sur les relations plantes-environnement, notamment pour comprendre les mécanismes biochimiques impliqués dans les réponses des végétaux et des contaminants. Et aujourd'hui, Frédéric nous parle d'une plateforme durable de production de bioproduits sur la réhabilitation environnementale. Puis je lui laisse la parole. On ne dirait pas. Ah oui, on va commencer. Ben, merci de la présentation, Tom. Je suis à l'Université de Montréal, pas à l'Université Laval. Puis, à titre d'anecdote, où j'ai fait mon postdoc, c'est un endroit que vous connaissez tous sans savoir. C'est l'Institut de recherche où M. Fisher était, où il a développé la NOVA, l'analyse de variance. C'est le plus vieil institut agricole au monde. Puis, ils ont encore des expériences qui durent depuis près de 200 ans maintenant dans cet institut-là qui est en banlieue de Londres. Donc, il y a des influences et des ramifications historiques auprès de nous tous. Mais je ne vous parlerai pas vraiment de ce que j'ai fait dans cette époque-là. Ce que je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est l'application de plein de sujets différents, qui est basé beaucoup sur la réhabilitation environnementale. Là, je vais vous trouver mon spot, là. Je vais mettre un petit tape comme les acteurs. Donc, on va parler de réhabilitation de sols contaminés, de traitement d'eau usée, de qu'est-ce qu'on peut faire avec la biomasse qui est produite dans ce contexte-là de réhabilitation environnementale. On va parler un peu de métabolique, mais pas autant que ce que Karine pourrait faire, parce que c'est quelque chose que l'on fait aussi dans mon labo, dans un contexte d'environnement et d'agriculture durable. Puis si on a un peu de temps, je vais vous parler de mon dernier projet chouchou, qui est des mandats que j'ai avec l'Agence spatiale canadienne pour faire pousser des plantes pour faire de la nourriture dans le cadre des voyages spatiaux à court terme. Ça, c'est le sol. En fait, le sol, c'est au cœur de mon travail depuis, en fait, on en parlait tantôt, 2005. Donc, ça, c'est une photo de moi pendant que je faisais mon doctorat. On parlait de combien de temps ça faisait. Donc, depuis ce temps-là, en fait, tout ce que je fais dans mon travail tourne à comprendre ce qui se passe dans le sol, la biologie des racines. Ça, c'est les premiers travaux là, de séquençage, de transcrits basés sur des vieilles technologies d'expression des gènes, où on essaie de comprendre ce qui se passe dans les racines en fonction de contamination environnementale. Puis dans ce cas-là, c'était différents niveaux de pollution azotée. Donc, on peut appliquer cette même démarche de compréhension des processus biologiques dans le sol dans ces trois grands thèmes-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis on va commencer par la réhabilitation environnementale, mais en particulier sur la gestion des sols contaminés. Bien, les sols contaminés, c'est un problème dont on entend régulièrement parler. Ça, j'ai vu ça la semaine dernière. C'est le conflit lié au site de traitement de sols contaminés de Stablex au nord de Montréal. Donc, le gouvernement veut forcer la municipalité de Blainville à accepter un agrandissement d'un site de traitement des sols contaminés. Les citoyens sont contre, la ville est contre, la CMM est contre, mais le gouvernement va quand même forcer la ville à accepter un agrandissement de ce site-là. Donc, c'est un problème énorme, les sols contaminés. Ça date déjà d'un certain nombre d'années, mais en gros, c'est un site qui fait un inventaire des sols contaminés au Québec, parce que c'est une problématique qui est super coûteuse. La réhabilitation des sols contaminés, ça dépend de différents facteurs, dont le type de contaminant en place. Mais ça peut aller de quelques dizaines de dollars la tonne à plus de 1 000 à 2 000 dollars la tonne. Donc, on peut imaginer que sur une ancienne usine, une ancienne raffinerie, ou même une station de service, ça vient rapidement à des montants qui sont astronomiques. On atteint rapidement des dizaines et des centaines de millions de dollars. Puis, au Québec, il est estimé que le passif environnemental, qui est lié à la gestion des sols contaminés, qui sont sous la responsabilité provinciale, représente au moins 7 à 9 milliards de dollars.
Donc ça exclut tous les terrains privés. C'est les sites abandonnés, les anciens sites miniers, des choses comme ça. Donc, s'il fallait décontaminer, entre guillemets, ces sites-là, ben, ça serait déjà un poids important sur le budget. Parenthèse, ce que l'on appelle souvent la décontamination, c'est ce qu'on a vu avec Stablex. Ce que c'est, on appelle ça le dig and dump, c'est-à-dire un camion va chercher les sols contaminés, les amène sur un site d'enfouissement, on se ferme les yeux de ce qui va se passer, puis on considère le terrain qui n'a plus de sol contaminé comme étant dit décontaminé au sens de la loi. Il existe des alternatives pour traiter ou laver les sols. Donc, il y a des processus de lavage, des processus thermochimiques, des processus physico-chimiques, mais c'est ce qui occasionne des coûts de plus en plus importants. Puis, c'est environ 90% des sols qui ne sont pas traités, qui sont seulement excavés et déplacés. Donc, ce qu'on fait dans mon équipe et dans l'équipe de Michel Labrec qui me précédait, c'est beaucoup basé sur la phytoremédiation. La phytoremédiation, c'est une stratégie qui était beaucoup expérimentale, mais qui maintenant, on est rendu à l'échelle de pilote, qui est basée sur l'utilisation de végétaux et des micro-organismes qui leur sont associés pour éliminer, contenir ou dégrader des contaminants environnementaux, l'eau, l'air et le sol, mais dans ce cas-ci, on va beaucoup se concentrer sur les sols et les eaux. Il y a différents processus qui peuvent être exploités chez les plantes pour venir traiter les contaminants dans le contexte de phytoremédiation. Ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est vous donner des exemples de différents de ces processus-là qui ont été exploités dans le cadre de projets passés et présents. Il y a certains processus qui sont basés sur des processus éco-physiologiques de la plante, par exemple la phytoextraction ou la phytovolatilisation. Il y a des processus qui sont basés sur des mécanismes biochimiques de dégradation de certains contaminants, surtout organiques, que l'on appelle la phytodégradation. Ensuite, il y a toute une série de processus qui sont basés sur l'interaction entre les plantes et les micro-organismes du sol et de la rhizosphère, puis qui visent à, disons, détruire les contaminants puis à les rendre à leur plus petite forme possible. On appelle ça la rhizodégradation. Un sol contaminé, ça ressemble souvent à ça. C'est-à-dire, c'est des lieux qui sont souvent très arides, minéralisés, qui ont peu ou pas de plantes, qui sont très hétérogènes, qui ont peu de mobilité des contaminants à cause souvent de leur pH qui sont dits alcalins. Puis, comme ils sont souvent laissés à l'abandon, ben, malheureusement, il y a plein de choses qu'on retrouve sur ce site-là. Je ne compte pas des blagues en disant qu'on a des expériences passées où on a dû retirer des blocs de béton, mais des réfrigérateurs, des vieux vélos. On a trouvé une statue en plastique d'un Bart Simpson. Dans un cas avec la Défense nationale, j'ai une étudiante qui a trouvé un obus non explosé sur un site. Donc, c'est souvent des environnements qui ne sont pas très, je dirais, favorables à une revégétalisation. Mais bon, c'est la réalité avec laquelle on doit dealer, pour excuser mon anglicisme. Quand on parle de phytoremédiation, il y a deux stratégies que l'on peut employer. En fait, il y a deux grands groupes de plantes que l'on peut choisir. On peut utiliser des plantes dites hyperaccumulatrices. Donc ça, c'est des plantes qui originent souvent de milieux qui sont naturellement contaminés. Donc, on pense à certains effleurements rocheux, certains sites où, près des volcans, par exemple, ou des choses comme ça, où dans l'environnement, il y a des contaminants et des éléments traces métalliques, par exemple, qui sont déjà présents. Donc, il y a une sélection puis une adaptation qui a été mise en place sur des millénaires, puis qui a mené à l'apparition d'espèces qui ont la propriété particulière de pouvoir accumuler certains métaux de façon très importante. Là, on parle de juste, il y a certaines espèces, par exemple pour le nickel, qui peuvent accumuler jusqu'à 10% de leur poids sec en métaux. Donc, c'est quand même important. Il n'y en a pas beaucoup d'espèces au niveau mondial qui sont connues pour être hyperaccumulatrices, pardon. On parle d'environ 400 espèces. Puis, c'est très spécifique. Chaque espèce est très spécifique à un type de contaminant. Il n'y a pas d'espèces dites hyperaccumulatrices qui existent au Canada, quoiqu'il y a des projets qui tentent d'en identifier là, sur des affleurements de serpentines, par exemple, à Terre-Neuve. À date, il n'y a rien de connu. Et puis, elles produisent souvent une très faible biomasse. Donc, à part quelques exemples d'arbres en Nouvelle-Calédonie, la majorité, c'est vraiment des herbacées qui ont très petite biomasse.
L'autre option que l'on peut choisir quand il n'y a pas d'espèces hyperaccumulatrices disponibles, c'est de choisir ce que l'on nomme comme étant des espèces à croissance rapide. Puis là, je m'en viens vers une espèce qui est toujours parmi nos favorites. Puis, l'avantage de choisir des espèces dites de croissance rapide, c'est que c'est souvent des espèces de début de régénération, en début de succession. Donc, elles sont souvent plus compétitrices. Souvent, elles sont capables de bien s'installer dans des sols qui sont de mauvaise qualité, comme ce que je vous ai montré. Souvent, ben, ils ont la capacité, disons, de s'établir et de faire un système racinaire qui est dense. Puis, comme elles poussent vite et elles s'établissent sur des sols dégradés, il y a un avantage secondaire de la phytoremédiation, c'est qu'il va avoir un impact visuel, esthétique, écosystémique qui peut être rapide sur les sites. Donc, on a fait des dizaines d'expériences dans le passé, on compare plein d'espèces, on a fait des expériences en combinaison, à petite, moyenne, grande échelle. On a étudié est-ce que c'est mieux de les faire pousser à quel type de densité, est-ce qu'on peut racheter des fertilisants, y a-t-il moyen d'augmenter la productivité de ces espèces-là pour leur capacité à extraire des contaminants. Et dans la vaste majorité des projets, nos préférés, c'est les saules à croissance rapide. On parle ici de saules arbustifs, pas de saules pleureurs, là, comme souvent on imagine. Ça représente environ le quart de la flore canadienne d'espèces ligneuses, c'est les saules. Donc, il y a une très, très grande diversité génétique qui existe. Puis, pour faire une autre petite aparté, dans les années 70, en fait, il y a eu un grand intérêt sur les sols de croissance rapide avec les peupliers à croissance rapide dans le contexte de la crise de l'énergie de 1973, ce qui fait qu'il y a des programmes importants qui ont été développés pour développer des nouvelles accessions. Il y a environ 40 000 variétés de saules qui existent au niveau mondial, des croisements interspécifiques, des hybrides, etc. Donc, il existe une grande diversité qu'on peut exploiter là, pour des projets, disons, de réhabilitation environnementale, puis c'est ce qu'on fait. Je vais vous donner des exemples de projets, justement, que l'on a fait. Ici, c'est un site, en fait, qui est au sud-est de Montréal. Au bout, c'est l'autoroute Dixon, pour ceux d'entre vous qui connaissez ce coin-là. C'est un jardin communautaire qu'on appelle le jardin Mont-Sambré. Au début des années 2000, il y a eu un constat qui a été fait à la Ville de Montréal, c'est que la grande majorité des jardins communautaires sont fortement contaminés. Bonne nouvelle, hein? La raison, c'est que les gens se sont établis sur des sites qui étaient abandonnés, puis ils ont commencé à jardiner. Il y a eu très peu d'analyses de sol qui ont été faites historiquement. C'est a posteriori qu'ils ont constaté. Tout de suite, ils ont mis un gros stop. Il y a eu un arrêt sur la majorité des jardins. Dans ce cas-ci, à cause de l'autoroute Dixon qui est là, c'est une bretelle d'accès qui longe là, le long ici, de la photo. Puis, en fait, c'est une ancienne station-service qui a été démolie pour permettre la bretelle d'accès de l'autoroute, mais tout est resté en dessous. Donc, il y a quelques mètres de sol, entre guillemets, qui ont été rajoutés par-dessus, bulldozés, puis avec les images satellites, on voit encore les pâtés de maison et la station-service qui étaient là. Donc, la solution qui a été proposée par la Ville pour permettre aux gens de jardiner, c'est de faire du jardinage hors sol en bac. Vous avez probablement déjà vu ça aussi. Là, pourquoi que la plupart des jardins font ça, c'est qu'il y a beaucoup de ces sites-là qui sont contaminés. Donc, dans ce cas-là, on a décidé de faire une combinaison d'espèces entre le tournesol et les peupliers et les saules et d'évaluer leur potentiel de phytoextraction à long terme. Ça, c'était dans le cadre de deux projets d'anciens étudiants, dont Dominique Desjardins qu'on voyait de dos, qui est sur le site. Puis, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est pas l'effet sur les plantes, c'est l'effet sur le sol. Parce que pour avoir un effet sur l'extraction, c'est sur des années de croissance que tranquillement on peut extraire les contaminants. Mais comme le site était contaminé avec, disons, des pochettes de contamination distinctes, là, ce qui est le cas de la majorité des sols contaminés, c'est des restants d'activité qui ont un déversement, donc une zone grande comme ici qui contient du plomb, l'autre là-bas c'est des HAP, l'autre là-bas c'est du zinc. Mais ce qu'on a identifié en fait, c'est qu'il y a une relation directe en fait entre le type de contaminant sur le site
et les bactéries associées à la rhizosphère des plantes. Donc, il y a une sélection qui se fait pour les communautés en réponse aux contaminants en présence. Un autre exemple, c'est le travail de mon ami Werther, qui est maintenant prof à Milan, alors qu'il était postdoc, où on a voulu étudier le potentiel des sols pour faire de la phytovolatilisation. Donc, prendre des contaminants dans le sol, les amener, disons, dans les parties aériennes, puis venir stimuler leur photodégradation par les rayons UV. Je vais montrer, c'est ça. Donc, ça, c'est sur la rive sud de Montréal, à Varennes. C'est un ancien site d'une raffinerie pétrolière qui s'appelle Pétromont. Pétromont, c'est une société qui appartient au gouvernement québécois qui gérait plusieurs installations pétrolières au Québec. Il en reste quelques-unes. Mais ce site-là était contaminé par du chlorure de vinyle. Donc, c'est une petite molécule qui est très soluble et volatile, mais qui se retrouve en fait dans la nappe phréatique. Donc, la nappe phréatique sur ce site-là est environ à 16 pieds, 5 mètres. Ouais. Donc, elle est basse parce qu'on est sur la rive sud du fleuve. Donc, la base, le terrain est légèrement plus haut que le fleuve. La nappe phréatique se trouve à la même hauteur du fleuve. Donc, le fleuve, là, il est comme ton dos à moi par ici. Donc, ce qu'on a cherché à faire dans le cadre de ce projet-là, en fait, c'était c'était l'idée de Werther, de forcer l'enracinement des longues tiges de saule ici, des tiges de 3 mètres dans la partie inférieure. On les a fait pousser. On a fait des forages sur le site, puis on est allé insérer des longues tiges dans le fond. Il faut savoir que chacun des forages se remplissait d'eau dans le fond, environ à la hauteur de la nappe phréatique. Puis ce qu'on a obtenu, c'est des taux de survie d'environ 50%. Donc là, les couleurs ne sont pas vraiment importantes, c'est des variétés distinctes, c'est avec ou pas des mycorhizes, là, mais ce n'est pas important. Le message, c'est qu'environ la moitié des arbres sont morts. Là, notre première hypothèse de la raison de cette mortalité-là, c'était, on plante des racines dans de l'eau, est-ce que ça, en situation d'anoxie, il est possible que les arbustes n'aient pas trop aimé ça. On a refait l'expérience en conditions contrôlées où on a fait barboter de l'eau dans des contenants, disons, en situation hydroponique. Ça n'a pas plus fonctionné. On n'est toujours pas capable d'expliquer pourquoi, mais on a observé une chose par contre. C'est que quand on a analysé la présence de chlorure de vinyle dans la solution, donc dans l'eau, au fond des puits, quand les plantes étaient vivantes, il y a une dégradation qui était quasiment totale des différents composés organiques volatiles qu'il y avait dans la solution. Donc, il y a une activité biologique qui est présente dans cette eau-là qui vient décontaminer, dégrader ces contaminants-là. Ensuite, j'ai eu la chance d'être avec, je dirais, d'autres chercheurs. On a eu un très gros financement de Génome Canada là, de pratiquement 10 millions de dollars il y a quelques années pour un projet qui s'appelait Génorem, puis pour lequel on a eu l'opportunité de recruter beaucoup de gens, de faire plein de projets différents de phytoremédiation. Puis comme c'est un projet de Génome Canada, c'est évidemment un projet de génomique. Donc, ça nous a permis d'aller très loin dans les différentes technologies omiques. Ça réunissait des physiologistes comme moi, des gens qui faisaient de la génétique, des gens qui faisaient de la métabolomique, des gens qui faisaient de la transcriptomique de sol. Donc, ça fait beaucoup de choses. Puis on a choisi stratégiquement au moment de la proposition de faire ce que l'on a appelé des expériences communes. Donc, on a eu 2 grandes expériences. Une qui était sur une base de l'armée, dont je vous ai mentionné tantôt qu'on avait trouvé un obus. Puis une qui était sur le même site à Varennes que celui dont je viens de parler avec du chlorure de vinyle, mais dans un autre secteur qui, lui, était contaminé, surtout avec des résidus pétroliers. Donc, ce qu'on a mis en place, en fait, on a posé la question à savoir, est-ce qu'il existe des processus moléculaires qui sont communs chez différentes espèces ou variétés de saules lorsqu'elles sont utilisées dans un contexte de phytoremédiation?
Donc, on a mis en place une expérience, un dispositif assez complexe où on a avec différents secteurs sur le site, où on a planté les 11 variétés, on les a suivis sur 3 ans. Évidemment, ils ont eu un effet, la contamination a un effet significatif dans la majorité des cas. Donc, en bas, là, c'est les noms des différentes variétés. Je vais tout de suite répondre à une question. Ce sont tous des espèces exotiques. Il n'y a aucune espèce qui est propre à l'Amérique du Nord. Puis la raison est simple, c'est pour la même raison pourquoi je vous disais qu'une des alternatives aux plantes hyperaccumulatrices, c'est de choisir des plantes à croissance rapide. C'est que les espèces à croissance rapide, la vaste majorité, c'est des espèces asiatiques surtout. Donc, c'est de loin celles qui poussent le plus rapidement comparé aux espèces indigènes ici. Et si on va avoir un effet vite sur un sol pour les décontaminer, bon, on cherche à avoir une croissance qui est la plus rapide possible. Donc, on étudie ce qui se passait dans différents tissus des arbres. On a procédé à du séquençage d'ARN. Donc, ce n'est pas nécessaire de voir les détails ici, là. Mais ce que l'on a ici, c'est 10 des 11 cultivars, parce qu'il y en a un qui n'a pas bien fonctionné. C'est le transcriptome complet des gènes qui sont différentiellement, en fait, des transcrits qui sont différentiellement accumulés dans les racines, dans ce cas-ci. Ça a permis de voir qu'il y avait 2 gènes qui étaient particulièrement réactifs à cette contamination-là. Donc, il y en avait un qui était la thiamine thiazole synthase, qui était présente de façon hautement significative à des niveaux très importants dans chacun des cultivars. Donc, ça, c'est un enzyme clé dans les processus de détoxification environnementale. Puis, il y avait un gène qui était bizarrement lié à la photosynthèse qui montrait des niveaux de transcrits qui étaient diminués. Donc, la rubisco, même dans les racines, le gène était altéré par la contamination. On peut faire des heat maps pour voir qu'est-ce qui est commun à tous les gènes, là. Mais en gros, là, c'était cohérent avec ce qu'on observait d'un point de vue écophysiologique, c'est-à-dire que il y a une diminution de la captation du carbone par la phytosynthèse, puis il y a une induction de beaucoup de processus de détoxification. On a poussé plus loin, en fait, cette approche-là. Donc, on a séquencé le transcriptome complet de la rhizosphère. En gros, là, chaque point, c'est un gène. Indépendamment de ce qui est en place. Donc, on a pris un échantillon de rhizosphère, on a séquencé l'ensemble des gènes qui étaient présents, à la fois des plantes, des champignons, des organismes, des bactéries et une partie qui est inconnue. Mais la partie qui est, disons, la plus intéressante que je peux vous souligner, regardez si le petit laser il veut m'aider. Moi, je suis biochimiste végétal. Je pensais que les plantes faisaient une bonne part du travail. Mais si on voit ce qui est en vert, là, ici, là, c'est, en fait, comment je peux vous expliquer? Donc, ça, c'est la taille de la différence, puis ça, c'est la significativité. On peut résumer ça rapidement comme ça. En vert, c'est les plantes, puis en orange, c'est les champignons, puis en rouge, c'est les bactéries. Mais on se rend compte qu'il y a seulement une petite part de la différence qui est expliquée par des changements dans les transcrits des plantes. La majorité, en fait, c'est les champignons et les bactéries. Bon, on a poussé plus loin cette logique-là en se posant la question, est-ce qu'il existe des processus communs à la fois chez les plantes, les bactéries, les champignons dans le sol en réponse à la contamination? Donc, on a conduit une analyse par réseau, puis là, c'est une affaire rapide, là, juste un screenshot de ce qu'on a fait. Mais on a pu mettre en évidence qu'il y a vraiment 2 approches qui sont opposées entre les plantes et les bactéries. Donc, il n'y a à peu près rien qui est en commun, qui bouge de la même façon. Donc, quand on regarde les transcrits qui s'accumulent de façon différentielle, quand ça augmente, puis il y a des gènes qui sont communs à tous les organismes vivants, quand il y a un niveau de contamination, si ça augmente chez les plantes, ça diminue chez les bactéries et inversement. Ça, c'est un autre exemple que je peux vous donner du site. Donc, comme je l'ai dit, on avait un dispositif super complexe sur le site de l'ancienne raffinerie. Ça, c'est un ancien bassin de rétention. Donc, les résultats que je vous ai présentés avant, ils n'ont pas inclus cette partie-là, là, parce qu'on s'était dit, ça ne poussera jamais, on va mettre des saules en haut, quand même dans l'ancien bassin de rétention, qui était vraiment ultra contaminé, là, à des niveaux, je dirais, dangereux. Quand on a mis ça en place, on portait des tailles-bec et des respirateurs.
Puis ici, il y a des résurgences de résidus pétroliers. Mais on est retourné, donc 4 ans après l'expérience, on s'est rendu compte que ces sacrés saules-là, ils ont quand même poussé ici. Tu vois, ils ont amené l'apparition d'une végétation secondaire à leur proximité. Donc, il y avait un avantage. On a poursuivi notre logique d'essayer d'améliorer les anciennes raffineries avec un mandat qu'on a eu du service économique de la Ville de Montréal pour venir revégétaliser des anciennes raffineries dans l'est de la ville. Puis, il faut savoir qu'il y en a plein, il y a différents sites qui ont été abandonnés, il y a des terrains qui appartiennent à des compagnies privées, donc à la ville. Mais il y avait un intérêt particulier de la ville de rendre ces lieux-là utilisables par les citoyens. Donc, on a fait le projet avec des étudiants à la maîtrise à l'École d'architecture du paysage dans le but de faire un design, disons, qui est basé sur une approche participative où on a fait des rencontres avec des citoyens, on a tenu des réunions d'information pour adapter le site qui était comme ça, disons, dans cette raffinerie, puis le rendre, disons, plus visuellement attrayant. Là, je vais sauter ça. Donc, ça, c'est ce que ça a eu l'air à la fin, après 2 années d'implantation. Donc, on a volontairement choisi de s'éloigner des placettes expérimentales, des carrés, des réplicas, des blocs, puis de laisser tomber une partie disons, de la puissance du blocage et des bénéfices statistiques pour y aller vers un élargissement de nos bénéfices, puis d'inclure le fait que il y a des bancs qui ont été installés, il y a des gens qui vont se promener sur le site, il y a des gens qui vont avec leurs chiens, puis de rendre ça beau. On a inclus des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour dégrader des contaminants comme des fleurs, mais ça rend l'endroit beaucoup plus intéressant. Là, une autre question que je peux entendre venir, ouais, mais c'est correct pour les citoyens d'aller se promener sur des sols contaminés. La réponse, c'est que la majorité des parcs à Montréal sont sur des anciens sites contaminés. On devient vite cynique dans le monde des sols contaminés. Le parc Laurier à Montréal est sur un ancien dépotoir. Il y a des stations de dégazage à la majorité des parcs à Montréal. Donc, c'est la même chose partout dans le monde. Il y a des gens qui disent en semi-blague que tous les sols sont contaminés en Europe, dans les villes d'Europe. Parce que c'est la conséquence d'une occupation quasi permanente d'un territoire. Donc, est-ce que c'est dangereux pour les citoyens d'aller sur des sols contaminés pour répondre à ma propre question? La réponse d'un chercheur, c'est toujours ça dépend. Le ministère, il base la gestion des sols contaminés sur ce qu'on appelle des critères de risque. Puis, ces critères sont basés sur ce qu'on appelle des principes d'usage. Puis, c'est A, B, C, D. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Puis A, c'est ce qu'on appelle un bruit de fond. C'est une situation normale dans un site dit non contaminé. Donc, il peut y avoir de l'arsenic dans un sol normal, dans une montagne, ici, dans la petite nation. C'est normal, c'est dans l'environnement, c'est des choses comme ça. Puis ça correspond à ce que l'on souhaite avoir, par exemple, pour une habitation résidentielle où les enfants vont aller creuser dans le sol, jouer dans le sol, où il y a des gens qui vont faire pousser des tomates dans le sol et non dans des bacs. Donc, c'est ça. Mais quand on parle d'un parc, il y a très peu de gens qui vont passer 12 heures par jour à jouer dans un parc, en creusant un sol, des choses comme ça. Donc, les santé publiques jugent que le risque d'être exposé à une contamination réellement importante pour avoir des effets négatifs sur la santé est quand même minime. Puis en plus, il y a toujours quelque chose par-dessus pour caper la contamination, pour la garder en dessous de nos pieds. Fin de la parenthèse. Un autre exemple que je vais vous donner, puis on approche de la deuxième partie du titre, une plateforme de bioproduits. Là, je vous ai parlé de sols contaminés, mais on a fait beaucoup de travaux sur le traitement d'eau usée. En fait, ça fonctionne tellement bien qu'il y a une entreprise qui a basé son modèle d'affaires là-dessus, qui a plus de 100 employés, qui est partout en Amérique du Nord. Donc, traiter des eaux usées avec des arbres, ça fait des décennies qu'on le fait dans différents endroits dans le monde. Puis ça fonctionne très bien. Puis la raison pourquoi, c'est que pour
un saule ou un peuplier qui est dans une plantation, ben, des eaux usées, c'est de la matière organique, c'est de l'azote. Fait que pour eux, c'est comme un fertilisant, ils en capturent la majorité. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est à Saint-Roch-de-Lachia, où on a conduit 12 années de projet, différents grands projets un après l'autre, où, pour commencer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité des eaux usées dites tertiaires. Donc, c'est des eaux, donc, quand on traite les eaux, malheureusement, elles ne sont pas toutes traitées avant de retourner à la rivière. Donc, il y a un traitement que l'on dit primaire, suivi d'un traitement secondaire, et après, le ministère de l'Environnement permet de rejeter les eaux qui ont passé après un traitement secondaire à la rivière. Le traitement primaire, là, c'est une grille qui enlève les cochonneries qui ont été flushées dans la toilette. Le traitement secondaire, c'est beaucoup une flocculation, donc une précipitation de matière organique en suspension. Puis il y a une activité biologique qui vient dégrader certains contaminants azotés surtout. Donc, ce premier projet-là, dans le but de faire la démonstration au ministère de l'Environnement, est un traitement que l'on dit tertiaire, donc ce qu'on appelle du polissage. Puis, en fait, c'est carrément l'eau qui était renvoyée à la rivière a été réorientée et envoyée sur la plantation. Le ministère n'aime pas quand on envoie des eaux usées sur la plantation. Donc, évidemment, tout ça, il y avait des lisimètres. C'était comme dans un contexte particulier où ce qui rentrait sur la plantation et ressortait devait être mesuré. Mais on a fait plusieurs projets associés à ça. Je vais vous montrer. Donc, on a été chanceux, en fait, ça a bien fonctionné. La majorité de l'azote, 98%, a été réduit. Il y avait le dispositif, il y a 2 doses d'eau usée qui ont été mises. La majorité de l'azote est enlevée, donc c'est considéré supérieur au traitement habituel. Dans le cas du phosphore, c'est plus problématique parce qu'on peut l'enlever lorsque la dose n'est pas trop élevée, mais si on augmente la dose, il commence à avoir des problèmes de lixiviat. Encore une fois, c'est pas très beau, ça, là. Et c'est déjà vieux parce que tout ça est déjà publié, donc je m'excuse. Mais, en gros, ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a vraiment une sélection, encore là, de la structure des communautés bactériennes qui sont mises en place. Puis surtout, en fait, il y a un profil qui est typique de la contamination qu'il y a dans les eaux. Donc, on a mis en évidence la présence de pathogènes dans le sol qui venaient de la production agricole des porcines aux environs du site. Mais on n'a pas vu aucun pathogène humain. Puis, c'était ce que en fait, a démontré, en fait, au ministère de l'Environnement. On s'est ensuite concentré, puis ça, c'est comme mon nouveau dada, c'est les contaminants que l'on dit émergents. Donc, on a testé toute une série de perturbateurs endocriniens, de médicaments, et maintenant de pesticides et des fameux contaminants éternels, les PFAS. Puis on posait la question, est-ce que les sauces sont en mesure, donc ça c'est le terrain, en mesure de capter ces contaminants-là? Puis la réponse rapide, c'est oui. Je vais chercher des étudiants à la maîtrise et au doctorat dans le but de tester ces résultats préliminaires-là à grande échelle, mais on a mis en évidence qu'il y a un transfert quand même significatif qui peut se faire entre des eaux contaminées avec des contaminants émergents, puis la biomasse. Donc, on propose d'utiliser ce genre de dispositif-là comme un autre traitement qui suit le traitement des eaux habituels pour retirer ces contaminants émergents-là. Là, je vois que je suis rendu à 46 minutes, fait que je vais passer plus rapidement sur la partie agricole. Sinon, pour vous dire qu'on a tous un volet de métabolomique où on travaille en agriculture intérieure. Ça, c'est un site d'une ferme à Montréal, puis on fait la métabolomique. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, la fameuse plateforme de bioproduits dont on parlait. Je pose la question si on peut tirer profit de ces phytotraitements-là pour, je dirais, créer une nouvelle industrie. Ces approches-là de fluoromédiation génèrent beaucoup de biomasse, bien beaucoup, génèrent de la biomasse à des niveaux qui peuvent être importants. Mais on s'entend, le but, ce n'est pas de valoriser de façon alimentaire ce type de plantes-là.
Mais est-ce qu'on peut utiliser cette biomasse-là qui est récoltée de façon durable pendant des décennies, à toutes les années ou toutes les 2 ans, comme une source première pour générer des bioproduits d'intérêt? Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise lors de mon postdoc il y a longtemps, puis qui m'a amené en Grande-Bretagne, parce que déjà à ce moment-là, l'objectif était de remplacer des usines thermiques au charbon par de la biomasse produite de façon renouvelable. Puis il y avait toute une industrie qui se développait liée à la production de saule. Puis on a comme converti l'utilisation de la biomasse directement vers sa transformation en bioéthanol. Mais c'est de moins en moins intéressant, juste pour des raisons de marché. Il y a déjà de l'éthanol qui est rajouté dans l'essence, qui vient presque uniquement de l'éthanol maïs, mais avec la baisse de l'intérêt pour les besoins de pétrole automobile, tout ce volet-là est moins intéressant. Néanmoins, à Varennes, le même site où on était, ça, c'est l'usine qui est à côté. C'est la seule usine de biocarburants québécois. Donc, ça a changé le nom. Avant, c'était Greenfield Ethanol avec Enerchem. Il faut la conversion biomasse. Là, je pense que ça s'appelle Valeo Énergie, Carbone quelque chose. Ça change tout le temps de nom. Mais c'est la seule usine de carbone qui est de biocarburant au Québec. Donc là, nous, on est allés cogner à leur porte. Est-ce qu'on pourrait vous apporter des tonnes de saule qui poussent à côté? Puis la réponse a été oui. Donc, ils les ont pris, ils ont été intégrés. Une des choses qu'on a observées assez rapidement, c'est que les tiges de saule, quand elles, ça c'est une tige de saule, on enlève l'écorce. En haut, c'est sur le site de traitement des eaux usées. Donc, en haut, c'est le contrôle irrigué avec de l'eau. Puis en bas, c'est les saules qui ont été utilisées pour traiter des eaux usées. Puis on a tout de suite observé cette couleur rouge-là. C'est-à-dire qu'il y a induction de certains métabolites phénoliques qui viennent s'oxyder puis qui donnent cette couleur rouge-là. Donc, ça allait en appui avec notre hypothèse qu'il y a probablement des réponses métaboliques qui sont altérées en réponse au traitement des eaux usées. Donc, ça, c'est un peu juste une diapo un peu générale qui dit que les composés phénoliques sont dans plein de choses, puis ont plein de potentiel médical, nutraceutique. Puis, on a testé l'hypothèse. Non, c'est juste pour ne pas m'y attarder. On a testé l'hypothèse de ce modèle-là, en fait, qui est comme une intégration théorique de la phytogestion. Donc, c'est une source de revenus pour quelqu'un qui souhaite décontaminer un site. Éventuellement, il veut réutiliser ce site-là. Mais en attendant, s'il faut qu'il attende 15 ans, le temps que les arbres fassent la plante, est-ce qu'il peut générer des revenus à partir de la biomasse qui est produite? Donc, il y a beaucoup du bois qu'on peut valoriser sous forme de cellulose, c'est du sucre, qui peut être converti en bioéthanol. Ensuite, il y a d'autres restants que l'on peut, restants après le pré-traitement pour la cellulose, une autre partie de la biomasse qui peut être fractionnée en d'autres produits, notamment les composés phytochimiques. Donc, ça revient au même site qui était à Saint-Roch de la Chigan. Il y a Esther Sass, en fait, qui a fait son doctorat avec moi, puis dont les prochaines diapos, là, je vais passer vite, mais dont le travail de doctorat a porté justement sur cette plateforme-là de production de bioproduits durables. Puis, c'est juste pour nous vanter, là, mais ça a été sélectionné comme une des découvertes de l'année par Québec Science en 2022. Puis, c'est cet article-là qui a été publié. Donc, ce qu'on a fait, c'est en fait ce que Esther, on étant le Royal We, pas le point, c'est de tester chacune de ces étapes-là. Puis, est-ce qu'on peut valoriser commercialement, ultimement, la biomasse? Puis, est-ce qu'il y a des gains financiers à faire ça? Donc, première chose, c'est oui, on observe qu'effectivement, il y a une augmentation importante de la biomasse qui est produite par les saules dans un contexte de traitement avec des eaux usées. Donc, à peu près 3 fois plus de biomasse qui est produite. On produit plus que 20 tonnes sèches par hectare par année. Puis, il y a quelques petites différences là, pour ce qui est des sucres qui peuvent être extraits de la biomasse, mais ce n'est pas énorme. Ensuite, on a tout mis en place un pipeline d'analyse de métabolomiques non ciblés dans le but de vous poser la question, est-ce qu'il y a certains groupes de composés qui sont différents en réponse
en fait, dans la biomasse en réponse à la contamination par des eaux usées. Puis clairement, il y a un profil, un métabolome, un profil métabolique qui est distinct entre les différents groupes. Puis, en fait, ça, c'est le graphique montre qu'est-ce qui est le plus présent dans un contexte d'eau usée et moins présent, ou alors plus présent dans les contrôles. Puis, il y a seulement quelques molécules qui étaient plus présentes dans un contexte d'eau usée. Puis, c'était groupé beaucoup dans les flavonols et les lignols. La question, c'est est-ce qu'on peut valoriser commercialement ces métabolites-là? Donc, on peut modéliser ensuite les différentes étapes qui sont associées à chacune de ces étapes-là en comparant ce qui est en orange avec ce qui est en vert. Puis, il y a toujours un gain important au niveau financier dans le contexte d'une bioraffinerie qui serait basée sur l'utilisation de biomasse provenant d'un phytotraitement d'eau usée. Ça, c'est que tantôt. Un autre étudiant au doctorat, Noël Fagoaga, se spécialise en analyse de cycle de vie. Donc, on a posé la question ensuite, est-ce qu'il y a des bénéfices environnementaux? Quelles sont les conséquences d'utiliser un terrain pour le traitement des eaux usées? Il a publié ses résultats l'année dernière. Puis, c'est pas vraiment une surprise, là, mais il y a un gain significatif dans la plupart des paramètres associés au cycle de vie quand on choisit de phytofiltrer les eaux usées avec des autres. Le seul impact négatif, c'est sur l'utilisation des terres. Donc, une plantation d'arbustes demande une plus grande superficie qu'une usine de traitement des eaux usées pour traiter le même volume. Donc, c'est une autre schématisation du processus. On approche, oui. Donc, à mon avis, c'est clair qu'il y a des bénéfices environnementaux d'utiliser les phytotraitements. J'ai présenté des réponses d'un point de vue moléculaire des plantes et du sol, mais il y a aussi des bénéfices sociaux, esthétiques et pour la biodiversité. Mon prédécesseur, donc Michel Labrec, raconte souvent qu'il y a des sites, les premiers sites qui ont été mis en place il y a peut-être quelques années, il encourageait un verdissement rapide. Il faut savoir que si moi j'habite près d'un ancien site abandonné pendant 20 ans, de voir apparaître une forêt avec des animaux, les oiseaux qui reviennent s'installer, il y a un gain social, puis les gens ils en redemandaient, les gens disaient « Ah, merci beaucoup d'avoir mis ça en place pour nous, c'est vraiment beaucoup plus beau. » Donc, on a fait plein de projets, puis on est vraiment rendu au stade de passer des essais en conditions contrôlées vers la pleine échelle, un peu comme ce que je vous ai montré à Montréal-Est. Donc, moi, je vous repose la question, puis vous pouvez cogiter dans votre tête. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les propriétés des plantes, des micro-organismes pour solutionner les problématiques environnementales? Moi, je crois que oui, mais je vous laisse faire votre propre opinion. Là, je vais vous donner un petit 10 minutes rapides de biologie de l'espace. Donc, ça, c'est Adrien, qui est un ancien étudiant de postdoc à moi, qui est maintenant rendu à Berkeley, qui a développé la plateforme de métabolomique, mais ça a beaucoup été basé sur mes deux amis et collègues, donc deux anciens postdocs, avec qui on parlait, on tripait d'espace, on a fait plein de projets, là. Emmanuel est un bioinformaticien, il travaille à McGill maintenant. Nick est rendu prof en Irlande. Puis, on a toujours aimé tout ce qui est comme science-fiction, tu sais, le film de Martian. Ouais, bon, OK. Mais pourquoi la planète Mars? Ben, il faut savoir là, que l'entièreté de la planète Mars est super contaminée. Il y a la présence d'un contaminant qui s'appelle le perchlorate. Puis qui s'est contaminé au point qu'il faut trouver une solution pour les astronautes parce que les poussières sont contaminées à des niveaux mortels. Donc, le seuil de tolérance pour les humains est très, très bas, donc à 50 mg par kilogramme, puis ça va jusqu'à 10 000 mg par kilogramme dans les sols martiens. Donc, si on en rentre dans une base spatiale, il va y avoir des conséquences importantes. C'est cancérigène, mutagène, mortel jusqu'à des niveaux.
On a fait plein de projets. Là. Ça, j'ai compté, c'est dans les 10 dernières années environ, là, où on a fait beaucoup de métagénomique, métatranscriptomique, métabolomique, des choses comme ça. On regardait les profils des bactéries qui étaient présentes associées à la rhizosphère de Saule. Et dans tous les cas, il y avait la bactérie qui s'appelle Déchloromonase. Il y a seulement 2 genres bactériens, donc 4 espèces de Déchloromonase, qui ont la capacité naturelle de déchlorer le perchlorate et de relâcher de l'oxygène. Donc, on a décidé de tester ça, puis de soumettre ça à l'Agence spatiale canadienne et à l'Agence spatiale européenne, parce qu'il y en a qui est rendu là-dessus maintenant. Donc, on a 2 sources de financement où on vient étudier, en fait, le potentiel de déchloromonase associé au rhizosphère de Saule, en fait, extrait de la rhizosphère de Saule, dans le but de réhabiliter la surface de la planète Mars. Là, j'ai fait une erreur que je reprends toujours tout le monde. C'est pas du sol, en fait. On appelle ça du régolithe. Parce que le sol, doit contenir de l'eau, de l'air et de la vie. Ça, en gros, c'est de la roche pulvérisée qui a la surface de Mars et de la Lune. Donc, c'est pas vivant. Heureusement, il y a une compagnie qui est origine de start-up de la NASA qui est en Floride qui vend différents types de régolithes. Donc, ils pulvérisent artificiellement de la roche, puis on peut les acheter. Puis c'est la meilleure simulation possible de ce serait quoi la surface de ces corps célestes-là. Puis c'est très précis, là. Il existe des dizaines de types de régolithes différents qui est telle vallée sur la Lune, au sud de telle montagne sur Mars, dans telle chose, parce que selon les formations géologiques, ils ont tous des propriétés différentes. Donc, nous, on s'est concentré sur un type de simulant par type de LHS, c'est Lunar Island Simulant, donc c'est la Lune, puis à droite, c'est Mars pour Martian Global Simulant. Ils ont des propriétés assez similaires, mais sont très riches en aluminium et en fer. Mais ils ont surtout des propriétés, disons, rébarbatives pour les plantes. Donc, on a fait différents essais. On a rajouté des intrants. Là, c'est de la tourbe, de la vermiculite, des choses comme ça. On a évalué quelles étaient les propriétés. Puis là, vous pouvez voir ici, donc les pH sont vraiment très élevés en haut des régolithes, puis même en ajoutant là, des différents intrants là, comme de la mousse de tourbe, c'est pas assez pour venir réduire les pH. On a fait des essais d'enracinement avec des boutures de saule. Puis, bon, ça n'a pas été super encourageant. Là. En gros, la croissance est vraiment limitée. Dans les simulants lunaires, il y a un petit débourrement, mais les simulants martiens, il n'y a rien qui pousse. Puis bon, en explorant différentes choses, là, c'est clair que c'est le sol qui est le pH du sol qui est le facteur le plus négatif. Mais si on rajoute du perchlorate, qu'est-ce qui se passe? Bon, on l'a fait aussi, puis ça va vraiment pas bien. Donc, on a fait des expériences en hydroponique à conditions contrôlées. Ça, c'était l'été dernier sur du sol qui a été obtenu de l'armée. Il faut savoir que le perchlorate sur la Terre est associé au comburant, donc les explosifs, les feux d'artifice et les armes. Donc, il y a beaucoup de sites contaminés au perchlorate sur la Terre. Donc, il y a aussi une espèce de recherche pour comment essayer de comprendre ce qui se passe, mais malheureusement, ce n'est pas avec les saules pour l'instant qu'on va peut-être réussir à dégrader ce contaminant-là. Mais bon, j'ai encore 2 étudiants qui travaillent là-dessus. On va essayer de faire ça dans un contexte plus contrôlé. On espère mener à là, c'est-à-dire qu'un jour, transférer ça dans un contexte plus d'exploration spatiale. Puis ça, va conclure ma présentation. Je remercie tout le monde. Ça, c'est différents étudiants l'année passée, il y a quelques années. C'est une question, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, Fred. Alors, super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Là, il faut savoir qu'on a une période de discussion plus tard avec les étudiants, alors ça se peut qu'ils économisent leurs questions. D'accord? Mm-hmm. Mais tout le monde qui aurait des questions tout de suite? Ben oui, j'ai l'impression qu'on va peut-être manquer de temps pour en parler un peu, mais comment les secondaires pourraient être valorisées? Oui.
Nous, on faisait souvent la blague, on va faire une cabane à sauge, une cabane à sucre. OK? J'avais comme mis une petite figure, je peux te la montrer vite, là. On appelle ça la fractionnation, puis il y a d'autres entreprises, il y a des entreprises qui font ça avec, parce qu'en deux, là. Dans le milieu de la foresterie, par exemple, à Chibougamau, à Bécomo, il y a une usine qui vient d'être lancée. Donc, on essaie de valoriser chaque partie de la biomasse. Puis la biomasse, sans un arbre, c'est le bois en majorité. Ce qui fait qu'on peut, puis c'est déjà fait là, quand on fait de la pâte et papier, des choses comme ça. Donc, on peut séparer les différentes composantes puis venir recueillir ce qui nous intéresse. La première séparation, c'est avec la cellulose. Donc, ça, on peut faire là. Nous, on a mis bioéthanol, mais ça peut être le papier, c'est de la cellulose. On peut venir, quand on fait ce processus-là, on fait une déminification. On peut séparer la lignine. Si on ne la détruit pas, on peut la valoriser de façon super importante parce que la lignine, ça rentre dans des cols industriels. Donc, un petit pot de colle à base de lignine, là, ça vaut des milliers de dollars. Après ça, le jus qui reste lors du processus de fractionnation, là, on peut extraire différents métabolites secondaires, dont des composés phénoliques, dont différentes choses, là, dont par exemple des lignans ou des tanins, des choses comme ça qui ont des intérêts là, commerciaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ben, il y a des intérêts commerciaux, Ouais. mais comment on peut utiliser, qu'est-ce que ça l'apporte? Et par exemple, les tanins, c'est ce qu'on appelle des bioflocculants. Ça, c'est un des concepts qu'on avait mis là-dedans, je n'ai pas parlé tantôt, c'est on peut extraire des tanins, puis au lieu d'utiliser de l'alun, qui est à base d'aluminium dans les eaux usées, pour venir faire un traitement d'eau usée, on peut utiliser un bioflocculant. Donc, tu fais pousser des arbres avec des eaux usées, tu extrais, puis je l'ai fait dans mon labo, ça, c'est pas compliqué, une poudre que tu utilises après, tu mets dans ton eau usée, ça fait précipiter la matière organique. Donc, c'est comme un boucle disons, circulaire, c'est ça. C'est vraiment de l'économie circulaire. Toutes ces molécules-là ont des débouchés. On s'est concentré sur des choses. Tu sais, il y a un marché de dizaines de milliers de produits là, sur la planète. Là. Avec tout ça, des choses qui peuvent remplacer des molécules qui sont disponibles commercialement. Dans le monde de la chimie, il y a un mouvement qui tente de s'éloigner vers donc, se rapprocher vers une industrie plus verte, parce que la majorité des solvants qu'on achète dans un labo ou des médicaments que l'on prend, tous les précurseurs, c'est d'origine pétrolière. Donc, la chimie est basée sur la transformation des molécules que l'on a à partir du pétrole. Donc, une raffinerie de pétrole, c'est ça. Ça prend du brut, ça le sépare, ça le raffine en plein de parties différentes qui peuvent être valorisées et qui servent d'intrants à d'autres parties. Donc, ce qui est proposé dans ces contextes-là, c'est ce qu'on appelle la bioraffinerie. Donc, au lieu d'être basé sur le pétrole, c'est basé sur une ressource renouvelable. J'aurais dû dire ça avant. Ouais, non, c'est correct. On a une question en ligne, mais là, je ne sais pas, t'as-tu... C'est ça qui a souri ou... Non, moi, j'ai pas de théorie, j'ai ça. Je peux la regarder, Karine. Ouais. C'est Caroline Tivierge qui demande est-ce qu'il reste des résidus traces de contaminants dans les bioproduits? Par exemple, le paillis, le mulching. Ça dépend de quel produit. Le paillis, probablement, mais à des niveaux faibles. Toute la logique de la phytoextraction, c'est de partir vers un grand volume peu concentré, puis de le concentrer dans un plus petit volume. Néanmoins, puis on peut être cynique ici encore, il y a des seuils de tolérance qui sont déterminés par le ministère de l'Environnement, puis ces seuils de tolérance-là sont quand même tolérants. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde contaminé. J'ai pris ça dans ma main, là, j'ai touché là d'intérieur, il y a du lithium, il y a différents acides, il y a des phtalates dans le plastique. Bon, c'est la même chose avec la gestion de la biomasse, du compost, du paillis et des poubelles. Les poubelles, ça peut être très contaminé, là. Tout le monde jette quelque chose qui est contaminé dans les poubelles. Donc, alors là, c'est pas pour être cynique, mais il y a des seuils de tolérance qui doivent être respectés pour chacun de ces produits-là. Donc, même s'ils peuvent contenir des traces de contaminants, ça ne veut pas dire qu'ils sont néfastes pour nous nécessairement. Dans un graphique comme ça, on ne devrait pas ajouter le carbone, parce que tu as parlé beaucoup de
sais, le sol, on parle beaucoup de rotation courte, mais est-ce que avec les prix du carbone qui vont monter, est-ce qu'on n'est pas mieux de faire des rotations longues? Puis là, est-ce que c'est pas plus avantageux même de des études? Je ne dirais pas qu'il y a des études, mais c'est un super bon point. Donc, oui, tarifier le carbone. Il faut savoir qu'on a un peu une exception ici au mondial, là, la certification du carbone avec la bourse, là, Oui. qui est quand même quoi, 40 quelques dollars en ce moment peut-être. Ça va monter, ça c'est pas très haut. Mais oui, donc il faudrait intégrer ça. Donc, le carbone dans le sol, le carbone dans la biomasse. Le hic avec, dans le cas des sols, là, c'est qu'on privilégie des rotations plus rapides parce qu'on veut, en faisant du recépage plus rapide, on garde ça on garde les plantes dans un mode plus juvénile, puis ils sont beaucoup plus vigoureuses, puis ils extraient plus de contaminants que si on les laisse aller pendant 10 ou 20 ans. C'est un peu. Il y a un compromis. Oui, un compromis, puis ça doit se modéliser, là, ouais. Parler qu'il y avait beaucoup de plantes asiatiques là, qui étaient comme efficaces. Probablement que ça emmène aussi des risques là, d'espèces envahissantes exotiques. Là. Je pense à la renouée japonaise qui est capable de se débarrasser de ça, mais qui doit être super efficace en termes de productivité. Même chose pour la phragmite. Phragmite, ouais. Mais nous, on ne travaille pas sur des plantes invasives. Toutes les espèces doivent être comme n'importe quoi, là, être approuvées par l'Agence d'inspection des aliments, des choses comme ça. Je parlais d'espèces de saules exotiques, pas d'autre chose. Mais c'est sûr que oui. Là, puis on a tenté plein de fois d'intégrer des espèces indigènes. Mais ça n'a jamais été aussi productif que les variétés exotiques qu'on utilisait. Première chose. Deuxième chose, c'est que, bon, j'ai montré le projet dans l'est de Montréal, mais la vaste majorité des projets, c'est sur des sites qui sont clôturés, à côté d'une usine. C'est 0,3 qu'il y a par terre. Fait que apporter des plantes, c'est déjà un gain important. Les contacts avec la nature, l'environnement naturel avoisinant sont assez secondaires. C'est mon deuxième élément de réponse. Mon troisième élément de réponse, c'est en agriculture, il n'y a que ça, des plantes exotiques. Le maïs au Québec, il n'y en avait pas. Les variétés de fraises qu'il y a dans des champs, c'est pas la même affaire que la fraise des champs. Donc, oui, je suis conscient du problème, là, mais donc, il faut le relativiser un peu dans ce contexte-là. Et les gains environnementaux surpassent, à mon avis, Le cordouiller stolonifère, est-ce que ça a été envisagé? Parce que c'est quand même. Moi, j'ai jamais fait On a fait des projets avec des Garagana, avec des vinaigriers, avec beaucoup de choses que l'on voit, là, qui s'établissent de façon carottes sauvages, qui s'établissent de façon naturelle sur des sites dégradés, là. Mais c'est tout le temps le bénéfice entre qu'est-ce qui produit le plus versus si ça peut se passer, ça vaut pas la peine. Mais tes pH seraient peut-être trop élevés pour ça, non? Tu as des pH élevés de ça, non? Oui, c'est souvent élevé, très alcalin. C'est aussi une conséquence secondaire, c'est que ça vient ralentir la mobilité des éléments dans le sol. C'est trop alcalin. Fait que si on veut extraire des contaminants, c'est pas efficace. Il y a d'autres questions? Oui, Noémie? J'avais lu un article il y a quelques temps qui parlait comme d'astromédiation avec les tournesols pour la radioactivité. Tu touché à tout ce qui est radioactivité? Nous, on ne l'a pas fait. Mais oui, il y a des gens qui ont fait des projets avec Fukushima au Japon. J'ai montré une photo avec des tournesols. Donc, c'est une des espèces qui, en théorie, accumule des radionucléides. Certaines variétés de chanvre, là, de cannabis, le feraient aussi. Mais on n'a jamais fait ça ici. On n'a jamais eu de problème de radioactivité. Fait qu'il n'y a pas eu d'opportunité, là. Autre question? Bon, ben, je pense, moi, je vais te poser mes questions plus tard. Mais, merci beaucoup, Fred. C'est super intéressant. Merci tout le monde d'avoir été là.